Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Thierry Philippona, qui est directeur de la recherche et du plaidoyer chez Finance Watch. Cette association milite pour un changement des règles du pacte de stabilité européen. Il faut inventer un nouveau modèle d'endettement pour accélérer la transition. Ce sera notre thème. Notre débat, il portera sur le rôle de la finance et surtout des épargnants pour freiner la perte de biodiversité. Rift et la filiale biodiversité de la Cour des comptes lance un indicateur pour mieux choisir ses investissements. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est Cocodico, une application dédiée aux produits fabriqués en France. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Thierry Philippona, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc directeur de la recherche et du plaidoyer chez Finance Watch. C'est quoi? C'est une association, c'est ça? Finance Watch est une association qui a été créée à Bruxelles il y a un peu plus de 10 ans et dont la mission est de prendre en compte l'intérêt général dans la réglementation financière. On regarde la réglementation financière, on essaye de voir quel est l'angle d'intérêt général dans cette réglementation et on développe un plaidoyer avec les institutions européennes, le Parlement, le Conseil, la Commission, pour dire, au fait, l'intérêt de la société sur ce sujet-là, c'est ceci, c'est cela. D'accord. Est-ce qu'une finance qui doit profiter à la société, cette idée, est-ce que c'est une préoccupation, une idée qui gagne du terrain, d'après vous? Je vois que vous avez repris notre slogan, pour une finance au service de la société. Oui, c'est une idée qui clairement gagne du terrain. Quand on a commencé en 2011... on disait, tiens, c'est curieux comme idée. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui ne disent pas qu'il faut le faire. Après ça, on peut dire est-ce qu'ils le font vraiment, voilà. Le faire vraiment, on a encore du travail. Oui, effectivement. Alors, il y a cette, on va parler ensemble des règles budgétaires européennes, et il y a cette étude, ce sondage qui a été mené par la New Economics Foundation auprès de 5000 citoyens européens. Il y en a 1000 par pays, France, Allemagne, Italie, Danemark et Irlande. Alors évidemment, on va se concentrer d'abord sur ce que disent les Français. 3 Français sur 5, 61% pour être précis, souhaitent plus de flexibilité pour les limites de dépenses et d'emprunt des États membres après la pandémie. Et 57% pensent que l'Union devrait faciliter l'augmentation des dépenses pour la transition écologique. Est-ce qu'il faut remettre en cause durablement ce qui a été le dogme budgétaire de l'Union depuis des décennies, depuis, je sais pas, 40 ans, c'est ce déficit limité à 3% du PIB? Vous savez, une façon de répondre à votre question, c'est de voir d'où vient ce dogme. Oui. Ce dogme, il vient des discussions qui préparent le traité de Maastricht en 92, d'accord ? Donc les discussions, elles ont lieu au tout début des années 90, et on se dit, tiens, il faudrait peut-être mettre des règles pour limiter les déficits publics et la dette publique. La France, à l'époque, avait 2,6% de déficit public par rapport à son PIB. La France, qui a un point en Europe, dit bon, allez, on va proposer 3% parce que entre 2 et 6 et 3, ça me laisse une petite marge. Après ça, on verra bien. Et ça devient le dogme. Ça y est, c'est la nouvelle règle pour aujourd'hui 27 pays de l'Union européenne, sachant qu'on est 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard. Et puis les 60%, ça vient de... Alors c'est quoi les 60%? Alors, les 60%, c'est une limite sur le niveau de dette publique par rapport au PIB. Et ce 60%, c'était en gros la moyenne des États européens à l'époque. Donc on se dit, ce qui est la moyenne aujourd'hui, ça va devenir la règle. Aujourd'hui, alors il y a eu la pandémie, on est à 120%, en quasiment. France, on est autour de 120%, pas tout à fait. En Italie, on est 20 points plus haut, etc. En moyenne en Europe, on est un tout petit peu en dessous de 100%. Mais il y a 2 ou 3 problèmes avec ces ratios de 3% pour le déficit et de 60% pour la dette. C'est que d'abord, on voit qu'ils correspondent, qu'ils ont été pris dans un contexte économique qui n'a rien à voir, mais je le dis bien, rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Je veux dire, on n'est pas dans le même monde. La deuxième chose, c'est qu'on est en train d'appliquer une seule règle pour tout le monde et pour tout le temps, sachant que l'économie, c'est par nature quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui doit s'adapter. Et là, on a fixé une règle qui devient la règle pour tout le monde. Et la troisième chose, c'est qu'on est en train de prendre des ratios qui n'ont aucun sens économique. Pourquoi? Règle, je dois limiter ma dette publique à 60% de mon produit intérieur brut. Une dette, c'est un stock. Le PIB, c'est un flux, c'est la production annuelle. Pourquoi ?
y a-t-il le moindre rapport entre un stock de dette et un flux de production annuel? La réponse est tous les économistes, il y a consensus de tous les économistes, j'ai envie de dire des économistes sérieux, il y en a beaucoup, dans toutes les sensibilités politiques, disent bah non, évidemment, c'est juste quelque chose qui n'a aucun sens économique. Donc, la question sur toute cette affaire, c'est qu'il faudrait qu'on ait un système qui permette l'adaptation et l'adaptabilité, ce qui n'est pas la même chose. L'adaptation, c'est l'adaptation aux spécificités de chaque pays. Et ces spécificités, elles sont structurelles. Est-ce que la Bulgarie et la France ont les mêmes spécificités? Bah, peut-être que pas, hein, je vais m'arrêter tout de suite là. Et puis, elles sont aussi conjoncturelles. La conjoncture économique des années 90 n'est pas la conjoncture économique des années 2020. Et puis, l'adaptabilité, c'est l'évolution dans le temps. C'est la capacité à évoluer. Parce que se fixer une règle une fois pour toutes, c'est en fait se ligoter les mains. C'est s'empêcher de pouvoir s'adapter au monde quand il change. Et alors, c'est le thème de cette note que vous avez publiée le mois dernier, intitulée « Sortir de l'impasse ». Et je voudrais qu'on le lie avec, évidemment, les enjeux du réchauffement climatique. C'est-à-dire que, pour vous, il n'y a pas d'autre option que de réinventer de nouvelles règles pour tenir les engagements climatiques? C'est juste indispensable. C'est un incontournable. Pourquoi? D'abord, des études extrêmement sérieuses qui montrent que 60% des investissements qui se chiffrent en centaines de milliards d'euros par an, 60% des investissements qu'il est nécessaire de réaliser pour s'adapter au changement climatique ou pour lutter contre le changement climatique ne vont pas dégager la rentabilité nécessaire pour attirer des capitaux privés. Ça veut dire que s'ils n'attirent pas les capitaux privés, il faut que ce soit des capitaux publics. Donc, ça, c'est la première donne. La deuxième donne, c'est qu'on a toujours ce débat de « Ah oui, mais si on s'endette, c'est irresponsable pour les générations futures parce qu'elles vont devoir rembourser. » Mais la dette, c'est une priorité. C'est un vrai sujet, mais c'est une priorité de second ordre. La priorité de premier ordre par rapport aux générations futures, c'est de préparer un monde dans lequel on puisse vivre. Sinon, ça nous coûtera encore plus cher, quoi. Ah, mais ça nous coûtera encore beaucoup plus cher. Quand on voit cette crise du Covid, voilà, c'est une pâle répétition de ce qui nous attend avec le changement climatique. Il n'y a qu'à lire les rapports du GIEC. Le dernier est sorti le 28 février dernier, c'est pas bien vieux. Voilà, c'est une pâle répétition. Et on voit que ces règles budgétaires européennes, elles ont été suspendues du fait du Covid en 2020, en 2021, en 2022. Et maintenant, mais là, on commence à dire qu'elle va peut-être revenir en 2023. Mais réfléchissons à ce que veut dire une règle que l'on suspend dès qu'il y a un problème. Ça veut dire que la règle ne sait pas s'adapter au monde qui, lui, bouge en permanence. Pardonnez-moi cette banalité, c'est évident que le monde bouge en permanence. Donc, il faut cette flexibilité. Mais la question de la dette, quand même, la pandémie a déjà amené les États européens à s'endetter. Il y a eu d'ailleurs, on peut dire que c'était un changement de pied quand même important dans le dogme de l'Union. On en fait quoi de cette dette souveraine Covid ? On la gomme, si on la gomme, il faut la gommer collectivement, parce que évidemment, si c'est un État tout seul, il est perdu. Enfin, c'est quoi votre idée là-dessus ? La dette souveraine Covid, déjà, au niveau actuel de taux d'intérêt, on est d'accord que c'est en train d'évoluer depuis quelques semaines, mais au niveau actuel, c'est ne pas s'endetter qui n'est pas intelligent. Parce que quand l'argent est gratuit, il y a encore 3 semaines, l'Allemagne et la France, à quelques toutes petites nuances près, s'endettait gratuitement, voire était rémunérée par les financiers pour s'endetter. Si je vous donne de l'argent gratuit, dire, tiens, moi on je est d'accord. Si je vous la question, c'est est-ce que ça va tenir éternellement ? Est-ce que ça va tenir éternellement ? Ce qui est très important de voir, c'est que l'argent pour la puissance publique, c'est pas la même chose que l'argent pour vous et moi. Vous et moi, quand on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent et on a un petit problème. La puissance publique, par nature, a le pouvoir de créer de l'argent. La Banque Centrale Européenne intervient massivement pour acheter les dettes des pays européens. Alors, elle ne le fait pas techniquement tout de suite à l'émission parce qu'elle n'en a pas le droit, mais elle le fait un instant de raison plus tard sur les marchés secondaires, ce qui très franchement économiquement... Donc ça veut dire que les dettes souveraines des États sont devenues la dette souveraine de l'Europe, en fait. Mécaniquement, quoi. Mécaniquement, il y a une création monétaire qui permet de financer les États souverains. On se souvient, en mars 2020, Christine Lagarde, un moment dit « Ah, moi, je ne vais pas m'occuper de ça ». Et puis, 8 jours plus tard, elle change d'avis. Et elle a raison de changer d'avis. Elle a raison. Il faut savoir évoluer. Et elle fait intervenir massivement la Banque Centrale Européenne pour soutenir.
Et ça, c'est la chose intelligente à faire. Et donc vous dites, on va terminer là-dessus, l'Europe, l'Union européenne doit devenir une puissance qui s'endette, collectivement. L'Union européenne doit devenir une puissance qui ne se ligote pas les mains par des règles artificielles. Quand on a la possibilité de se désendetter, désendettons-nous. Mais ne nous ligotons pas les mains. Ça, c'est vraiment le message principal. Ouais. Merci beaucoup Thierry Philippona d'être venu nous présenter cette vision des règles budgétaires européennes. À bientôt sur Bismart. On continue de parler finances, mais finances et biodiversité et rôle des épargnants. C'est tout de suite. C'est le débat de Smart Impact avec Léo Garnier. Bonjour, vous êtes le directeur général de Rift. Bienvenue. Bienvenue également à Violette Prader. Bonjour, vous êtes chargé de projet Global Biodiversity Score pour les institutions financières et CDC Biodiversité. C'est quoi, une filiale de la Caisse des dépôts, c'est ça? Oui, alors CDC Biodiversité, c'est une filiale de la Caisse des dépôts qui a été lancée en 2007, historiquement pour travailler sur des leviers économiques qui permettent de restaurer la biodiversité. Et donc, au sein de CDC Biodiversité, il y a une mission qui s'appelle la mission économie de la biodiversité, qui est en charge de faire de la recherche sur le lien entre les activités économiques et la biodiversité. Et c'est au sein de cette mission économie de la biodiversité qu'a été monté le projet du Global Biodiversity Score, qui est donc un outil qui va permettre de mesurer l'empreinte d'une entreprise sur la biodiversité. Ouais. Donc, c'est aussi l'enjeu de mesurer à la fois pour les entreprises et les institutions financières. Donc, et on va voir comment vous l'utilisez et comment Rift l'utilise dans un instant, mais peut-être nous rappeler ce qu'est Rift. C'est une appli qui nous informe sur notre épargne en quelque sorte. C'est une application qui permet de comprendre ce qui se cache derrière votre épargne, quelle est son empreinte notamment environnementale et sur la biodiversité, et toute une série d'actions pour en reprendre le contrôle progressivement et l'aligner avec vos valeurs. Comment ça marche ? Concrètement, c'est une application mobile que vous pouvez télécharger pour rentrer votre épargne. Est-ce que j'ai un livret A dans une banque, peut-être une assurance vie? Et là, on a développé un algorithme qui va mesurer l'empreinte carbone, l'empreinte sur la biodiversité, mais aussi vous donner des informations, par exemple, sur les secteurs que vous financez. Si vous êtes exposé à des secteurs sensibles, également toute une série de news. Et si, par exemple, vous étiez exposé malheureusement à l'entreprise Orpea, on va vous informer aussi du lien entre l'actualité économique et financière et votre épargne au quotidien. Et donc, ce nouvel indicateur biodiversité, Violette Prader, il a été mis au point avec Carbone 4, l'entreprise de Jean-Marc Jancovici. C'est quoi? C'est une méthode spécifique d'évaluation? Comment ça fonctionne? Alors, l'idée du partenariat avec Carbone 4, donc Carbone 4 Finance, qui est donc la branche data provider de Carbone 4, c'est d'utiliser leur jeu de données. Donc, eux, historiquement, ils sont spécialistes en données concernant les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, qui vont collecter dans les rapports des entreprises. Et nous, on utilise ces données qu'on fait mouliner dans notre outil. Notre outil va permettre de dire, à partir de leurs données, quels sont les impacts des entreprises sur la biodiversité. C'est à partir de ça qu'on a construit l'indicateur avec Rift. Et alors, comment vous l'utilisez? Comment il se met en place cet indicateur? Nous, concrètement, du coup, on va faire le lien entre les sous qui sortent de la poche de l'épargnant, l'institution financière et l'entreprise au final. Donc, on utilise ce score-là pour voir comment chaque produit financier est composé, de quelle entreprise, quel est l'impact de chaque entreprise, et on va lier ça au portefeuille de l'épargnant. Et donc, il va pouvoir savoir, lui, combien d'équivalents de mètres carrés il a contribué à détruire et combien d'équivalents de mètres carrés chaque année vont continuer à être détruits à cause des entreprises qu'il finance indirectement. Un constat selon les données du WWF, près de 70% des populations de vertébrés ont disparu en moins de 50 ans, du fait en grande partie de nos activités économiques. Violette Prader, il y a cet état des lieux. Pourquoi? C'est pour ça tout simplement qu'il faut agir aujourd'hui, qu'il faut mettre le paquet? Alors oui, aujourd'hui, vous l'avez dit, la situation elle est vraiment catastrophique. On est face à ce qu'on peut appeler donc une 6e extinction de masse de la biodiversité. Et l'être humain est le principal responsable via son activité de cette extinction de masse. L'IPBES, qui est l'instance scientifique de référence sur la biodiversité, liste 5 grandes pressions qui sont exercées par l'activité humaine et qui vont vraiment être la cause de l'effondrement de la biodiversité, avec donc notamment le changement d'occupation des sols, aussi l'exploitation directe, donc la chasse, la pêche, mais aussi le changement climatique, la pollution et les espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est 5 grandes pressions qui sont exercées par les hommes et qui sont à l'origine de l'effondrement de la biodiversité. Et paradoxalement, l'activité humaine est fondamentalement dépendante de services que nous rend la nature. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc la nature va permettre par exemple la régulation de l'eau, la régulation du climat ou les services de pollinisation animale qui sont en fait
essentiel pour le bon fonctionnement de nos sociétés. C'est pour ça qu'il faut absolument agir, parce qu'en fait, on est en train de détruire quelque chose dont on dépend. Ouais. Ce qui est intéressant, Léo Garnier, c'est qu'on s'est d'abord préoccupé, on a beaucoup parlé de climat en fait, et les entreprises notamment, de se donner des objectifs en matière d'impact climatique et très peu de biodiversité. C'est comment vous l'expliquez peut-être, et puis de quand date le changement? Est-ce que vous l'avez ressenti ça? Oui, je pense qu'il y a d'abord une question d'indicateur, parce que si on veut s'améliorer pour moins impacter la biodiversité, voire la régénérer, il faut déjà développer des indicateurs. L'indicateur pour le climat, il existe depuis assez longtemps, c'est l'équivalent en tonnes de CO2. Tout le monde connaît. C'était plus facile d'une certaine façon? Je pense que c'était plus facile et que, parce que comme l'a dit Violette, l'impact sur la biodiversité dépend d'un plus grand nombre de pressions et il n'y a pas aujourd'hui assez peu d'indicateurs qui permettent de mesurer l'impact sur la biodiversité. C'est un indicateur qui est vraiment pionnier et même dans les produits financiers, on ne voit pas aujourd'hui un grand nombre d'acteurs qui mesurent leur empreinte sur la biodiversité. C'est quelque chose, je pense, qui va venir dans les 12-18 prochains mois. Et je pense qu'également, en tant que consommateur, on a été beaucoup éduqués au fait de faire attention à notre impact sur l'environnement au sens large. On voit tous les images de pailles de plastique qui vont tuer des tortues, etc. Et beaucoup moins au rôle qu'on avait grâce à nos finances personnelles et au pouvoir qu'on donnait aux banquiers, aux assureurs, en leur confiant notre argent et sans leur demander de compte sur qu'est-ce qu'ils en faisaient en termes d'impact sur la biodiversité, de changement climatique. C'est quelque chose qui est en train de changer, notamment chez les jeunes générations, qui de plus en plus ne s'intéressent pas seulement aux risques et au rendement, mais aussi à l'impact environnemental qu'a leur épargne. Comment le secteur financier s'empare de cette responsabilité, Violette Prader? Est-ce qu'il y a... on a d'abord un peu traîné les pieds, vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que finalement, là, il y a maintenant un mouvement qui vous semble un peu plus puissant? Alors, Léo l'a mentionné, c'est vrai qu'il y a une question fondamentale de la difficulté à mesurer son impact. Donc, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté aussi, mais c'est un sujet dont il est difficile de s'emparer. Nous, notre projet de mesure d'empreinte, il a vu vraiment le jour en 2020, donc c'est quelque chose de très récent. Et qui a donc demandé quoi, plus d'un an, un an et demi de travail? 2015. D'accord, ah oui, donc 2015 pour qui... Ok, voilà. Donc c'est un gros boulot, quoi. Voilà, exactement. Après, les institutions financières aujourd'hui, oui, elles commencent à s'emparer du sujet. Il y a de nombreuses initiatives volontaires. Par exemple, au niveau de l'Europe, il y a une fondation qui s'appelle Finance for Biodiversity qui a lancé un pledge pour la biodiversité avec aujourd'hui plus de 90 institutions financières qui s'engagent à mesurer leur impact. Donc c'est un sujet dont ils s'emparent. C'est un sujet aussi dont la réglementation s'empare avec l'article 29 de la loi énergie-climat qui va obliger les institutions financières, au-delà d'un certain montant d'encours, à publier sur leur impact, leur alignement vis-à-vis d'objectifs de biodiversité. Ces objectifs de biodiversité, vous, chez les clients de Rift, est-ce que c'était une demande avant que finalement vous puissiez utiliser et leur proposer cet indicateur? Oui, tout à fait. Donc on écoute beaucoup ce que demandent effectivement les épargnants pour mieux comprendre l'impact de leur épargne et aussi de la façon dont ils veulent que ça soit communiqué parce que le langage financier n'est pas toujours accessible. Donc c'est aussi notre mission de le démocratiser et un équivalent en mètre carré, c'était quelque chose qui était compréhensible par eux. Je pense que ce que veulent les épargnants, c'est des informations claires, qui sont directes, qui ne sont pas une boîte noire. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec Carbone 4 Finance, qu'on travaille avec CDC Biodiversité, c'est que la méthodologie, elle est ouverte. On comprend clairement quel est l'impact et c'est pas seulement une note 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10 qui veulent pas dire grand-chose et qui sont malheureusement les notations classiques extra-financières, ce qu'on appelle ESG, et qui ne sont absolument pas compréhensibles pour un épargnant particulier et pas actionnables pour améliorer son empreinte personnelle. Est-ce que si on regarde un peu dans le rétro ce que vous avez mis en place depuis la création de Rift, est-ce que vous voyez ce qui s'est passé en termes de modification d'impact climatique des entreprises pour pouvoir anticiper sur ce qui va se passer sur la biodiversité? Oui, alors ce qu'on voit surtout, c'est que effectivement, les institutions financières commencent à plus communiquer et sont obligées de plus communiquer. Je pense que c'est le rôle des épargnants aujourd'hui de s'emparer de ce sujet de façon très forte parce que, comme l'a dit Violette, la menace sur la biodiversité, elle est bien réelle, elle existe aujourd'hui, les actions doivent être prises aujourd'hui, et donc les institutions financières, même si elles commencent à sortir de leur inertie, il faut qu'elles accélèrent encore vraiment beaucoup sur la mesure et l'amélioration de leur impact sur la biodiversité. Ça peut passer par la loi, ça peut aussi passer par la pression des consommateurs. Si chacun, on va voir notre conseiller en disant « je veux savoir quel est l'impact de mon épargne sur la biodiversité, je veux que vous m'aidiez à l'améliorer », au bout d'un moment,
il va bien être obligé de le mesurer. Est-ce que vous avez parfois de la difficulté à obtenir les informations précises pour pouvoir répondre finalement, tenir la promesse de RIF? Ça a été un travail de plus de 2 ans pour rassembler ces données-là. Ouais. On est même allé voir des fournisseurs de données américains parce qu'on n'en trouvait pas en France. Et on a aujourd'hui quelques institutions financières qui commencent à nous livrer volontairement de la donnée, parce que l'application est sortie, qu'elle intéresse un certain nombre de personnes. Mais oui, c'est une véritable boîte noire, le monde de la finance. C'est une nécessité d'aller toquer à toutes les portes et de faire pression pour qu'au fur et à mesure, ces institutions s'ouvrent et commencent à rendre des comptes, pas seulement sur le fait que j'ai gagné ou j'ai perdu de l'argent cette année, mais aussi sur l'impact de mon épargne. Oui, la question de l'extra-financier. Violette Prader, moi, alors là, je vais vraiment poser une question de consommateur. C'est-à-dire que quand on se balade dans la rue, qu'on voit toutes les publicités, on a l'impression que toute la finance, maintenant, est devenue green et remplit son rôle. Comment je m'y retrouve et comment je fais la part entre la belle pub, qui est peut-être un peu greenwashé, pardon pour l'anglicisme horrible, et le vrai engagement. C'est aussi pour ça qu'il y a cet indicateur, hein, évidemment, mais... C'est en effet vraiment compliqué parce qu'on voit parfois fleurir des petites actions en effet qui permettent de communiquer largement, alors que par ailleurs on a des financements qui restent largement orientés vers des activités destructrices, comme par exemple on l'a vu dans le rapport d'Oxfam sur le financement des énergies fossiles par le monde de la finance. Donc c'est compliqué, il faut aller regarder les rapports directement, mais il y en a quand même, aller vraiment se fournir à la source de l'information, et cette information elle va être de plus en plus abondante parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une question de réglementation, il y a aussi les consommateurs, comme le disait Léo, qui sont de plus en plus demandeurs, donc il va y avoir de plus en plus d'informations, et il y en a déjà pas mal, il faut aller vraiment à la source. C'est la même question, c'est-à-dire qui rejoint finalement votre travail. Est-ce que parfois vous avez des mauvaises surprises, et puis que tous les jours. Voilà, et donc vous faites quoi? Vous mettez de côté? Exactement, en fait, il y a une des fonctionnalités qui permet de recommander des produits financiers qui pourraient être alignés avec les valeurs de l'utilisateur, et effectivement, nous on est allé dans les rapports pour voir le ligne à ligne, chaque entreprise qui était financée, parfois dans un fonds qui se dit eau, on va avoir une entreprise par exemple qui fabrique des piscines, et donc la confusion entre l'eau, je vais aider des personnes en difficulté à avoir accès à l'eau et le construire des piscines, voilà. Et moi je pense qu'en tant que consommateur, alors effectivement il y a Sormé, nous notre outil il est fait pour ça, mais il y a aussi des rapports comme le rapport d'Oxfam qui est très éclairant. Je pense qu'il y a aussi aller interroger son conseiller et commencer à créer le dialogue, parce que les conseillers ne sont pas forcément non plus outillés et c'est pas de leur faute. Par contre, si on crée le dialogue, ils peuvent faire ça, remonter ça à leur hiérarchie, demander des outils, et donc c'est comme ça qu'on va vraiment voir la différence entre un fonds qui s'appelle eau et une véritable initiative qui vise à rendre l'eau accessible aux personnes qui n'y ont pas accès. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter donc ce nouvel indicateur biodiversité. On passe à Smart IDs tout de suite avec Cocodico. Mais c'est quoi Cocodico ? Et je vous présente tout de suite l'invité de ce Smart IDs, Sophie Barbe, bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Cocodico et c'est d'abord une histoire familiale, c'est ça ? Oui, c'est un projet qu'on a créé avec mon compagnon Pierre et qu'on a cofondé. C'est parti en fait d'un besoin de consommation de consommateurs qui n'étaient pas satisfaits. On cherchait des produits fabriqués en France. On s'est beaucoup perdu sur Google, sur les sites internet, sur les marketplaces, et on a finalement créé ce qu'on aurait voulu avoir dans notre poche à ce moment-là, un petit peu plus tard, puisque le projet est né en 2019 et l'application est sortie l'année dernière. Alors comment ça marche ? C'est quoi Cocodico ? On a créé un outil pratique, ludique du quotidien qu'on peut avoir en main facilement pour essayer de faire basculer un maximum d'achats. Le principe est simple, vous recherchez par mots-clés ou par catégorie un produit du quotidien et vous allez pouvoir identifier des produits de toutes les marques qui arrivent de manière aléatoire. Et quand vous avez trouvé celui qui vous convient en fonction de vos envies, de votre portefeuille, vous pouvez l'acheter soit directement en ligne auprès de la marque, sur le site directement de la marque, soit en boutique physique près de chez vous, puisqu'on a aussi répertorié les boutiques sur l'application.
C'est pas une marketplace, c'est pas une place de marché. Non, on vient en fait un petit peu tracer le chemin entre le consommateur et la marque qui propose le produit. Et on vient un petit peu faire avoir la même idée que le circuit court, comme on peut le pratiquer sur de l'alimentaire, mais sur du produit fabriqué. Ouais. Il y a du contenu, il y a des infos, il y a un aspect pédagogique aussi. Oui, comme toutes les applications, on essaie d'avoir aussi quelque chose qui alimente et qui permet à l'utilisateur de trouver des actualités. On essaie d'associer un maximum aussi des partenaires qui peuvent venir publier leurs propres actus sur notre application. Ça permet à l'utilisateur qui cherche des infos d'aller plus loin aussi, de connaître les marques, les produits et d'avoir plus de transparence dans ses achats. Oui, alors comment vous les sélectionnez? Quels critères pour choisir, pour dire oui, telle marque, elle est dans Coconico ou pas? Généralement, ça part d'une recherche personnelle. Ouais. Au début, c'était ça. Donc, avant même de démarrer le projet, on avait un certain nombre de marques qu'on avait repérées et qu'on avait listées. Et puis après, il y a des découvertes. Il y a des marques qui viennent vers nous maintenant beaucoup. Ça se passe assez simplement. On fait du repérage, on va sur les sites internet, on regarde les produits, si toute la gamme ou si une partie de la gamme est fabriquée en France, c'est souvent le cas. Et puis on va, si on a besoin de précision, se tourner vers la marque, engager un dialogue et ensuite lui prééditer un profil pour qu'elle puisse ensuite s'inscrire, puisque les professionnels disposent d'un espace sécurisé rien qu'à eux. C'est le Made in France ou c'est l'origine France garantie? Vous êtes à quel niveau d'exigence? En fait, on est sur le niveau de base du fabriqué en France. Maintenant, ce qu'on veut, c'est intégrer, travailler avec les labels et les initiatives pour que le consommateur qui a envie de trouver un produit fabriqué en France qui est certifié, il puisse aussi filtrer ses recherches par un label, mais ça peut être un label Origine France Garantie, mais ça peut être aussi un label sur de la mode éco-responsable, par exemple. On a envie d'aller plus loin. On sait que le consommateur qui s'intéresse au Made in France, il va plus loin souvent dans sa démarche. Est-ce que justement le fabriqué en France, le local, devient plus important que le bio dans le choix des consommateurs? On a eu quelques chiffres, notamment sur le marché du lait, qui étaient assez édifiants là-dessus. C'est toujours un petit peu la différence entre le marché alimentaire et le marché du produit manufacturé. Ouais. On sait que les 2 ans qui viennent de s'écouler ont beaucoup agi sur le marché du local et sur la provenance des produits avant l'appellation bio. Mais finalement, sur le produit manufacturé, on sait déjà que l'achat Made in France, on sait qu'il y a toute une partie des produits qui ne peut pas se faire en totalité en France. Ouais. Donc on sait déjà que acheter Made in France, c'est déjà plus vertueux que acheter ailleurs. Donc on est moins sur sur l'idée du local, sauf peut-être sur l'artisanat ou sur l'objet de décoration, des choses où on va vouloir aller acheter plus proche. Oui. Vous sortez là dans quelques semaines une deuxième version, c'est ça, oui, de l'appli? Oui, on a, comme à chaque fois depuis le début de l'application, on a beaucoup de retours. Des professionnels, des utilisateurs, et puis on s'appuie dessus, on essaie de grandir, de progresser dans le bon sens. Donc on a créé une deuxième version avec un petit peu plus de fonctionnalités pour les utilisateurs, un nouveau design, et voilà, plus de contenu, la possibilité d'avoir des jeux, des petites animations plus quotidiennes pour aller vers une bascule plus quotidienne de plus en plus d'achats vers le Made in France. Merci beaucoup, merci Sophie Barbe, et bon vent à votre Coconico. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. À demain ou à très vite d'ailleurs, je crois que c'est le week-end qui démarre, donc ce ne sera pas tout à fait demain. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la programmation et à la production de cette émission, Maxime Lerbach c'est à ses côtés aujourd'hui, Kian Soula à la réalisation, et puis au son ils étaient 2, Héloïse Merlin et Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!